Bonjour, merci de votre présence. Excusez-nous du léger retard. Et je m'excuse par avance, tant auprès de vous qu'auprès de ma camarade Marina, du fait que le propos que je vais tenir n'est pas aussi linéaire et propre que je l'aurais souhaité, puisque je fais un aller-retour en express. Ma compagne va accoucher d'un instant à l'autre, et que donc j'ai été mobilisé par d'autres voilà, par d'autres impératifs. Voilà. Mais je vais quand même essayer de tenir un propos construit et surtout qu'il ne soit pas trop long. L'idée, c'est qu'on puisse échanger tous ensemble. Après, peut-être on se donne 3/4 d'heure et puis après, on échange ensemble pendant 40 minutes. Voilà. Hein, ça va, Marina? Hop, donc je vais mettre. Puis on verra bien. Voilà, donc oui, pardon, je me présente, excusez-moi. Je suis Arnaud Le Gall, je suis député de la NUPS France Insoumise, membre de la Commission des Affaires étrangères, et depuis une dizaine d'années maintenant, et depuis plus récemment avec ma camarade Marina, on s'occupe du livret international de la France Insoumise. En 2017, c'était une France indépendante au service de la paix. En 2022, c'était une France non alignée pour une diplomatie altermondialiste et non alignée, qui reprenait les mêmes fondamentaux. En 2012, on n'avait pas fait de livret, mais on avait déjà travaillé ces concepts. Et pour ceux qui s'intéressent à la genèse de notre mouvement et de longue date, j'ai longtemps milité sous le pseudonyme de Théophile Malot, pour des raisons professionnelles. Bon, pourquoi cette conférence est particulièrement d'actualité et qu'elle n'a rien de théorique? C'est parce qu'il ne vous aura pas échappé que plus que jamais, les questions de politique intérieure sont reliées aux enjeux de politique dite extérieure. Il ne vous aura pas échappé quand, à la descente de son jet ski, Emmanuel Macron a pris un air grave et a annoncé la fin de l'abondance et de l'insouciance. Et évidemment, il pense à la guerre en Ukraine qui serait responsable d'à peu près tous les déboires qui vont arriver aux Français. Alors en fait, quand il dit que les Français doivent payer le prix de la liberté, le prix de la défense des valeurs, etc., en fait, il appelle les Français à payer le prix de la liberté du capital. D'abord, ça a déjà été dit, mais on doit le redire, la grande majorité des Français, ça fait bien longtemps que si jamais un jour ça a eu lieu, qu'elle n'est plus dans l'insouciance et dans l'abondance. Elle fait face aux difficultés du quotidien. Moi, je suis dans une circonscription où certains quartiers atteignent 40 à 50% de taux de pauvreté. Et je peux vous dire que ça fait bien longtemps qu'ils ne sont pas dans l'insouciance et dans l'abondance. Donc là, on parle évidemment de l'insouciance et de l'abondance des riches. Mais Macron tient des propos très généralistes et appelle à l'union sacrée, sans le dire comme ça, mais enfin ça revient au même. Tout simplement pour délégitimer à l'avance toute opposition à la radicalisation de la politique néolibérale qu'il entend encore enclencher à la rentrée. Vous connaissez son programme, hein, il va s'attaquer à nouveau aux retraites, à l'assurance chômage, et d'une manière ou d'une autre, il veut tout détricoter et marchandiser l'ensemble de la société française. C'est ce qu'a rappelé, si besoin était, le fait qu'on ait eu la preuve qu'il était un fondé de pouvoir du beurre en France depuis longtemps. Juste 2 ou 3 rappels sur pourquoi ce qu'il raconte est un discours extrêmement grave, dangereux et qui fait preuve d'une certaine amnésie. C'est que d'abord, Macron dit voilà, c'est la fin de l'accès facile aux matières premières. D'abord, il n'y a jamais eu d'accès facile aux matières premières. La question de savoir qui paye et qui subit les conséquences de l'extraction, etc. Quand on est allé piller les zones entières du monde, ce n'était pas un accès facile aux matières premières. Bon, là, il se trouve qu'en effet, ça nous coûte un peu plus cher, mais ça ne date pas de la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine n'a fait qu'aggraver un processus de pénurie, de raréfaction et surtout de déséquilibre des marchés, parce que les pénuries ne sont pas quelque chose de naturel, elles sont organisées par les dynamiques du marché.
On sait parfaitement qu'il n'y a pas à l'heure actuelle de pénurie de gaz et de pétrole, il y a juste des changements de route de production. Mais nous, ça tombe bien, de toute façon, sans rentrer dans toutes ces complexités sur le marché, etc. Nous, on avait une autre solution, c'est de planifier l'indépendance énergétique qui va de pair avec la transition écologique. Voilà. Marina développera plus amplement ce point. Mais nous, on n'a pas attendu la guerre en Ukraine pour évoquer le problème. Voilà. Ensuite, il a dit fin de l'accès aux liquidités faciles, à l'argent facile. Bon, l'argent facile pour qui? L'argent facile pour les entreprises, les grandes banques et tous les acteurs de la finance qui ont reçu des centaines de milliards pendant la pandémie et avant aussi, depuis la crise de 2008-2009, sans aucune forme de contrepartie. Et là, ce qui se joue, ce n'est pas de mettre fin à l'argent facile, et ça c'est une problématique très, très clairement internationale, puisque vous savez très bien que c'est à la Banque Centrale Européenne que les taux d'intérêt se décident, c'est de savoir qui va payer l'inflation. Il y avait deux solutions pour atténuer l'inflation, mais les deux solutions ont des effets opposés. Dans un cas, vous pouvez dire on indexe les salaires sur l'inflation, et les travailleurs donc ne payent pas l'inflation. Dans l'autre cas, vous pouvez dire on verrouille tout. Vous avez suivi que c'était la grande bataille à l'Assemblée au mois de juillet. Hein. Est-ce qu'on fait des primes, etc., ou est-ce qu'on indexe les salaires et on augmente les salaires en conséquence de l'inflation? Bon, on a mené la bataille nuit et jour. Il ne vous aura pas échappé que malheureusement, il y a eu une coalition de circonstances, ou peut-être durable d'ailleurs, entre les macronistes, les républicains et les RN, pour promouvoir les primes plutôt que l'indexation des salaires. Et donc la deuxième solution pour lutter contre les effets de l'inflation, c'est d'augmenter les taux d'intérêt des banques. Et dans un cas, on fait payer l'inflation par le capital, dans l'autre par les travailleurs. Parce que là, ce qui va se passer, c'est que ça va encore aggraver les effets de l'inflation, qui ne va pas disparaître, et ça va en plus aggraver l'austérité, puisqu'on va nous expliquer que maintenant, il n'y a plus d'argent, l'argent facile, c'est fini, et donc on va serrer la vis. Et d'ailleurs, vous verrez que pendant l'hiver, on commencera à annoncer que c'est plus possible de soutenir brider les prix de l'énergie, etc., etc. Évidemment, on pouvait aussi imaginer le blocage des prix, comme l'ont fait un certain nombre de pays, les taxes sur les profiteurs de crise et les profits exceptionnels liés à la pandémie, à la guerre en Ukraine, etc. Mais les macronistes ne veulent pas de ça. Donc, enfin, Macron a mis en alerte sur la raréfaction de l'eau. Je veux dire, mais... Il a refusé tout débat pendant la présidentielle. On a essayé de mettre cette question au cœur de la présidentielle dès le premier jour. Le premier meeting, en réalité, comment c'était, augmenté de Jean-Luc, c'était sur l'eau. Donc là, il a rué. Alors on ne sait pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire qu'on va fermer le robinet? Est-ce que ça veut dire qu'on va augmenter le coût de l'eau pour tout le monde? Est-ce que le prix pour remplir une piscine sera le même que pour boire de l'eau et se laver chaque matin? On n'en sait rien. Bon, voilà, des propos généraux qui sont très inquiétants parce qu'ils annoncent une manipulation et une utilisation de la scène internationale et des bouleversements, comme il dit, qui ne datent pas d'hier, pour radicaliser la politique néolibérale. Et là, j'enchaîne sur ce que nous, on propose. D'abord, je commencerai par dire que nous, le grand bouleversement du monde, comme il a dit, on ne le découvre pas. Ce qu'il appelle le grand bouleversement du monde, c'est, moi, ce que j'appelle avec d'autres, mais on pourrait trouver plein de mots, ce que j'appelle la fragmentation de la mondialisation néolibérale. Vous connaissez l'histoire, hein, après la guerre froide, il y a eu un moment qu'on a dit unipolaire des États-Unis, les années 90-2000. Tout se passait bien, soi-disant, alors pas pour tout le monde, mais en tout cas pour les Occidentaux, comme on dit, tout allait bien, et surtout pour les profiteurs de la mondialisation néolibérale dans les pays occidentaux. Et donc on nous parlait de la mondialisation heureuse, etc. etc. Patatras, en 2008-2009, il y a eu la grande crise financière, qui est devenue monétaire et économique, qui a été payée par les classes populaires, mais qui a aussi amené, évidemment, avec l'explosion des dettes d'État, à une reconfiguration de la hiérarchie des puissances. Il est clair et net que, notamment, l'économie chinoise et la Chine a vu son ascension boostée par cet épisode. Donc, bon an, mal an, dès 2008, ça a commencé cette histoire de bouleversement du monde.
Juste un chiffre, je pourrais en multiplier, mais juste un chiffre. L'activité internationale des banques européennes a diminué de 40% depuis 2008. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les marchés se rétractent sur des zones régionales, etc. Et c'est la mondialisation heureuse de Shanghai à New York en passant par Paris et Londres, c'est terminé en fait. Et ce sera terminé, parce que c'est un modèle qui n'est pas tenable, ni écologiquement, ni socialement, ni économiquement, et qui en plus ne peut amener qu'à des guerres, puisque c'est finalement la compétition de tous contre tous. Ensuite, la pandémie a montré l'absurdité de ce modèle, puisqu'on s'est aperçu que finalement, pendant la pandémie, on s'est aperçu de quels étaient les métiers essentiels, des métiers complètement dénigrés, bafoués, non reconnus par les turiféraires de la mondialisation néolibérale. On a vu aussi que quand l'économie était à l'arrêt, un certain nombre de nuisances, notamment écologiques. Et puis on a vu enfin, surtout, que ce modèle fou d'avoir tout délocalisé et d'avoir procédé à une division du travail, les Chinois font ci, les Japonais font ça, puis nous on ne fait plus rien, ça nous a rendus complètement dépendants des chaînes de production et d'approvisionnement au niveau mondial, ce qui était une hérésie. On en était, vous vous rappelez très bien, à quémander des masques, des bouteilles d'oxygène. On n'a même pas été capable de produire bon, je ne veux pas lancer le débat sur les vaccins, mais en tout cas de produire un vaccin dans les temps. On a vu quelle était la réalité de cette mondialisation néolibérale. Et enfin, la guerre en Ukraine, inacceptable, qu'on doit dénoncer sans cesse, elle a montré tout simplement que la guerre de tous contre tous, et dans le cadre de la fragmentation de la mondialisation néolibérale, qui amène des fortes tensions, cette compétition de tous contre tous, ça amène à la guerre tout court en fait. Parce que la guerre en Ukraine, elle s'explique par des raisons idéologiques, la dérive identitaire du pouvoir poutinien, mais des raisons géopolitiques, mais elle s'explique aussi par des raisons économiques. Et donc nous, on n'a pas attendu pour découvrir que le monde était en plein bouleversement. Et donc on estime que les solutions qu'on propose ne sont pas invalidées par la guerre en Ukraine. Les grands discours sur il faut tout repenser, tout a changé, c'est ce que a répondu la ministre en commission des affaires étrangères. Mais oui, depuis la guerre en Ukraine, tout a changé. Non, tout n'a pas changé en fait. La crise écologique, elle était là avant, elle est là pendant, elle sera là après. La montée de la colère sociale partout dans le monde contre le néolibéralisme, elle était là avant. Vous vous rappelez, hein, ce qu'on a appelé les printemps arabes, et puis après, il y a des révolutions, des processus de révolution citoyenne qui malheureusement sont souvent bloqués par des régimes autoritaires, etc. Mais en tout cas, il y a des dynamiques de mobilisation des peuples partout dans le monde pour réclamer l'accès aux besoins élémentaires, qui sont les mêmes partout, se loger, se nourrir, se vêtir, pouvoir donner une éducation à ses enfants, accéder à des services publics de santé, etc., etc. Accéder à l'eau, il y a des manifestations pour l'eau en Iran en ce moment, en Afrique, etc. Voilà, crise écologique, crise sociale, tension géopolitique. La guerre en Ukraine n'est que l'aboutissement délirant d'une montée des tensions depuis longtemps maintenant, mais les guerres, ça ne date pas de la guerre en Ukraine, malheureusement. Et il n'y a pas que les Russes qui les font. Hein. J'aimerais bien qu'on parle aussi... parce que la géopolitique, c'est toujours pareil. Si on accepte la société du poisson rouge, ou au-delà de la semaine passée, c'est de l'histoire, c'est de la préhistoire et qu'il n'y a pas à en parler, ok. Mais en vérité, non. Il faut faire un bilan sur 20 à 30 ans. Les guerres en Irak, la guerre en Libye, etc., etc. Ça ne revient en aucun cas, et j'insiste, parce qu'à chaque fois qu'on met le débat là-dessus, les macronistes disent « Ah oui, vous êtes pour Poutine ». Non. Mais c'est un complexe, c'est une configuration. La destruction du droit international et du système de sécurité collective porté par l'ONU, tout le monde y a contribué. Les Russes, les Chinois, mais aussi les Américains et aussi les Français. Voilà, tout le monde. C'est la guerre de tous contre tous qui monte, et qui prend maintenant des proportions extrêmement inquiétantes.
Et donc dans ce contexte, pour nous, les fondamentaux demeurent. Avant comme après la guerre en Ukraine, ou comme pendant, et j'espère après, parce qu'il faut que cette guerre cesse le plus rapidement possible. Voilà. Qu'il y ait une solution politique qui soit trouvée le plus rapidement possible. Les concepts de souveraineté et de non-alignement demeurent pertinents à nos yeux. Je vais vous les résumer. Les piliers de cette action internationale que nous, on préconise et pour laquelle nous, on se battra à l'Assemblée nationale, au Parlement européen et dans toutes les instances et les espaces dédiés, ils reposent sur quatre points fondamentaux. Le premier, c'est, alors pas par ordre de priorité, hein, c'est juste le premier, c'est l'indépendance, la stricte indépendance diplomatique de la France, donc le refus, par exemple, de toute appartenance à des alliances militaires permanentes, le refus du libre-échange et de la guerre économique généralisée, donc ça c'est l'altermondialisme, on peut l'appeler comme on veut, hein, internationalisme, altermondialisme, rupture avec le capitalisme globalisé, etc. L'instauration d'un protectionnisme solidaire et écologique. Pour les détails, je vous renvoie à notre livret, au programme, etc. Mais en gros, le grand déménagement du monde, c'est terminé. Et il faut qu'il y ait un coût prohibitif à aller produire à l'autre bout du monde les choses qu'on pourrait produire chez nous. Voilà. Et c'est l'antithèse, c'est pas du tout être nationaliste que de dire ça, c'est juste de dire que le modèle qu'on nous propose actuellement est qui continue à survivre, même si son caractère absurde et son inefficacité, sauf pour quelques-uns, pour une minorité de milliardaires, a sauté aux yeux de tous, il n'en reste pas moins que pour l'instant, on est encore dans un modèle où les semi-conducteurs sont faits à Taïwan, les voitures sont faites en Chine, les machins. Vous savez que maintenant, il faut 1 an pour avoir une voiture neuve, par exemple. Alors, bien heureux ceux qui peuvent acheter une voiture neuve en France, c'est pas tous les Français, mais de toute façon, ils doivent attendre 1 an quasiment, 6 mois, 1 an. Voilà. Et on pourrait multiplier les exemples de ce type. Vous attendez pour les constructions pour avoir du bois. Voilà, on ne fait plus rien. On a l'impression qu'on ne fait plus rien chez nous. C'est inacceptable. Donc c'est ça le protectionnisme solidaire et écologique. On met des barrières prohibitives au libre-échange généralisé. Voilà. Tout ce qui a un coût social et écologique trop fort, on met des barrières douanières. Alors ça suppose de réembaucher des douaniers. Hein. Il ne vous aura pas échappé qu'on fait passer à peu près tout ce qu'on veut sur le port du Havre ou à Charles de Gaulle. Hein. Les douaniers font ce qu'ils peuvent avec les directives qu'ils ont et les moyens qu'ils ont. Enfin voilà. Et enfin, dernier axe de cette politique, c'est la solidarité avec les peuples qui, aux 4 coins du monde, réaffirment les revendications de rupture avec le néolibéralisme. On a plein d'exemples. Alors, il ne s'agit pas de reconstruire une internationale au sens classique du terme, parce que malheureusement, dans beaucoup d'endroits dans le monde, et peut-être aussi en France, il y a eu une forme de décomposition du champ politique. Et les partis organisés qui se réunissaient en international, etc., malheureusement, ont soit disparu, soit ont été complètement absorbés par les pouvoirs, autoritaires ou pas, et je pourrais donner multiples exemples en Afrique, en Asie, etc. Donc ce qu'on fait nous, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des mobilisations de masse, au Liban, en Thaïlande, l'année dernière, vous vous rappelez qu'il y avait le leader de la contestation sociale et politique en Thaïlande qui est venu nous voir. En Algérie, en Afrique, Jean-Luc Mélenchon a fait un discours très important l'an dernier au Burkina Faso, et un discours de rupture avec le néolibéralisme en Afrique, etc. À chaque fois, on prend des contacts, on échange, on voit s'il y a une matière à travailler ensemble, etc. Et ça se fait souvent sur des bases ad hoc, sans organisation globale préexistante, parce qu'il n'y en a plus. Ou en tout cas, ce qu'on appelle les internationales sont réduites à des secteurs très, très précis des sociétés, malheureusement. Donc c'est ça les 4 axes, les 4 points de ce qu'on propose. On ne réinvente pas l'eau chaude, on s'adapte, on innove là où c'est nécessaire, etc., mais on ne réinvente pas l'eau chaude. Le concept de non-alignement, il n'a rien de nouveau. Je vous rappelle que c'est un concept qui est né pendant la guerre froide, et c'était tout simplement les pays qui refusaient de s'aligner sur l'un ou l'autre des 2 blocs. C'est ça le non-alignement que nous on propose. Dans la fragmentation de la mondialisation qui vient, le grand jeu,
ça va être pour chaque grande puissance de constituer des blocs. Poutine vient d'offrir un énorme cadeau aux deux grandes puissances qui se tirent la bourre, les États-Unis et la Chine. Parce qu'en faisant ce qu'il a fait, il radicalise les tendances à l'intégration atlantiste de l'Europe, à tous les niveaux. Et c'est très mauvais pour nous. Et en même temps, à terme, comme il s'est mis dans une impasse, il va rendre son pays dépendant de la Chine sur tout un ensemble de secteurs. Et donc là, on voit qu'il y a des logiques, alors c'est pas encore complètement consolidé, hein, mais il y a des logiques de blocs qui se constituent, des blocs antagonistes, et nous, on refuse d'appartenir à l'un ou à l'autre. On n'a ni à être dans le bloc occidental euro-atlantiste, ni à être avec le bloc sino-russe, etc. On est pour l'indépendance de la France et on est prêt à travailler avec tous les gens, tous les pays et tous les acteurs qui sont prêts d'une manière ou d'une autre à œuvrer à la paix dans toutes ses dimensions. C'est-à-dire refuser les guerres armées entre les États, mais aussi, je laisserai Marina développer ça, mais aussi permettre que les gens tout simplement puissent vivre dans des conditions dignes parce que la misère sociale amène des tensions à l'intérieur des nations et entre elles, et ça amène aux guerres. On le sait. Je laisserai Marina développer les conditions de naissance de l'Organisation internationale du travail. Mais grosso modo, l'Organisation internationale du travail, elle est née de la Première Guerre mondiale pour expliquer que la guerre économique de tous contre tous, ça a ramené à la guerre. Voilà. Et qu'il fallait donc arrêter de mettre les travailleurs en compétition les uns contre les autres. Donc non-alignement, voilà, on refuse de s'aligner, voilà, donc œuvrer à la paix dans toutes ses dimensions, et évidemment écologique, parce que la crise écologique généralisée amènera forcément à des guerres. Alors, c'est pas forcément des guerres qui seront faites que en raison des crises écologiques, mais la crise écologique est un élément supplémentaire, voilà. On dit souvent, ah, c'est une guerre pour l'eau. Souvent, les guerres pour des ressources, elles se greffent sur d'autres problèmes préexistants. Voilà. Mais ça ne fait qu'aggraver, et c'est évidemment extrêmement inquiétant. 250 millions de réfugiés climatiques et de migrants climatiques à horizon de 2050 selon l'ONU, et 250 millions surtout entre pays pauvres. Parce qu'évidemment, les fascistes nous font craindre par avance la grande submersion, machin. Mais la vérité, c'est que les pays les plus touchés, les plus pauvres, et les populations les plus pauvres émigrent les unes chez les autres. C'est ça qui va se passer dans des conditions, rien n'est préparé. Donc il y aura des guerres, voilà. Des guerres sales, des guerres, pas des grandes guerres entre puissances nucléaires, mais des guerres civiles, des guerres... Si on ne fait rien, voilà, c'est tout. Donc la paix, c'est tout ça. Ça suppose une rupture avec l'ordre néolibéral. Et voilà. Il va de soi que le cadre pour nous, pour déployer cette diplomatie altermondialiste, c'est l'ONU, pas que, mais c'est aussi l'ONU. Alors j'entends venir à l'avance les critiques, hein. L'ONU, elle est très imparfaite, il y a plein de limites. Bah oui, l'ONU, c'est la somme des États qui la composent. Et puis en plus, les États les plus puissants décident plus dedans. Et puis comme en plus les États les plus puissants ont un droit de veto, bah, souvent il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il n'en reste pas moins que c'est le seul espace existant qui regroupe toutes les nations du monde et qui a le mérite d'avoir un espace, l'Assemblée Générale, dans lequel tous les pays du monde peuvent s'exprimer et peuvent faire valoir leurs revendications. L'ONU est le seul endroit à l'international où on a des gens qui travaillent très sérieusement et des États qui proposent très sérieusement, comme l'Équateur l'avait fait du temps de Rafael Correa, de mettre en place un système collectif de règlement de la dette, les dettes publiques et privées, pour éviter que ça se termine en guerre. Là, en ce moment, on est en train de négocier un traité sur la haute mer. Alors, il est très imparfait, hein. Il y a plein de compromis. En plus, les États-Unis, ils ont dit jeudi à l'avance qu'ils ne le signeraient pas, etc. En attendant, pour l'instant, il n'y avait rien. Et la haute mer, c'était juste le premier arrivé, premier servi. C'est une zone de non-droit, si on peut dire, à quelques détails près. L'ONU, c'est aussi l'endroit où on peut réfléchir à une réforme du système monétaire international.
je m'engage surtout pas là dans une histoire de ça, parce que là, sinon, on va prendre beaucoup trop de temps. Mais voilà, on peut discuter de tout ça. Donc c'est très imparfait, mais ça reste un cadre essentiel dans lequel, si nous étions au pouvoir, on s'investirait beaucoup plus que dans les arènes oligarchiques et créées de toutes pièces par le capitalisme, dans le cadre du capitalisme globalisé, que sont le G7, le G20, les clubs des puissants entre eux qui décident de ce que les autres doivent faire, de combien de vaccins on donnera, de combien de masques on, on- on concédera, etc., etc. Ça, c'est fini. L'intérêt du peuple français, c'est qu'on se tourne bien davantage vers les diplomaties non alignées. Je prends un seul exemple, c'est l'Afrique. Bon, l'Amérique latine, on connaît bien. Hein, vous avez remarqué que Jean-Luc en revient et qu'il a été reçu par plusieurs chefs d'État de gauche là-bas. Et puis, peut-être que Lula va être élu à nouveau, enfin, va être élu dans quelques semaines, donc on verra. Mais l'Afrique, c'est fondamental, parce que ce qui se passe à l'heure actuelle en Afrique, c'est très grave. C'est qu'en fait, pour défendre des intérêts pourris, et au nom de la lutte contre la montée de l'influence des Russes, des Chinois, etc., on est prêt à soutenir des régimes détestés par leur peuple et qui, du coup, par effet domino, les peuples détestent la France. Voilà. Et on est en train de casser euh, euh, toute la possibilité d'un avenir en commun avec les pays africains. Donc je vous invite, pour ceux que ça intéresse, à écouter le discours que tenait Jean-Luc Mélenchon à Ouagadougou, après avoir été sur les traces de Thomas Sankara, en juillet 2021, parce que l'essentiel de notre conception des relations avec les pays africains y est résumé et retracé. Voilà. Je vais laisser la parole à Marina, parce que de toute façon, sinon je vais beaucoup trop mordre sur les points que tu voulais évoquer. Je voudrais juste terminer sur la citation de Jaurès que je n'ai pas au complet ici. Je crois qu'elle est dans un autre article. Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. Ne perdons jamais ça comme horizon. Ne nous laissons pas enfumer par Macron et ses discours à la descente du jet ski sur les grands bouleversements du monde qui nous obligeraient très prochainement à nous serrer encore plus la ceinture. Enfin, en tout cas, les Français déjà les plus privés à se serrer la ceinture, parce qu'un autre monde est possible. Et nous portons ces propositions depuis bien longtemps maintenant, avec tout un ensemble d'acteurs, des ONG, des associations, des camarades étrangers et des partenaires de l'ANUPS. Voilà, merci. Bonjour à toutes et tous. Alors, je m'appelle Marina Mesure. Je suis eurodéputée depuis moins d'un mois parce que j'étais candidate aux législatives dans la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône. Et suite à l'élection de Manuel Bompard sur Marseille, du coup, en tant que députée à l'Assemblée nationale, je suis devenue députée européenne puisque j'étais 7e sur la liste en 2019. Donc, nouvelle députée européenne. Et je ne me revendiquerai pas comme Arnaud, expert sur les questions géopolitiques. Tu as effectivement 10 ans d'expérience derrière toi sur les questions internationales. Pour ma part, depuis les 10 dernières années, je suis plutôt sur les questions de syndicalisme international. Mais donc vous voyez un petit peu la complémentarité qu'on peut avoir aussi dans nos interventions et dans la manière qu'on a d'organiser le travail au sein du livret international. Pour ma part, l'international, ça a été sur l'aspect droit du travail. Donc, c'est-à-dire que les premières fois que j'étais militante à la CGT, dans le bâtiment, et les premiers événements marquants en tant que militante syndicale, ça a été de voir au moment des grandes mobilisations contre la loi El Khomri que le syndicat du Bangladesh nous a envoyé des photos pour nous montrer qu'ils étaient en train de manifester devant l'ambassade de France pour soutenir nos grèves contre la loi El Khomri. Vous imaginez quand même. C'est-à-dire qu'au fin fond du monde, là où on a des salaires de misère, parce que là où les salaires au Bangladesh sont des plus bas au monde,
eh bien ces travailleurs se sont mobilisés en soutien aux travailleurs français parce qu'ils ont compris que quand on saccage le code du travail en France, ça aura un impact sur eux jusqu'au Bangladesh. Et donc moi, l'international, je le vois à travers ce prisme-là, à travers le monde du travail. Et donc les luttes que j'ai menées, ça a été sur ce prisme-là aussi. J'ai défendu notamment pendant plusieurs années les travailleurs migrants au Qatar. On a essayé d'organiser des syndicats au Qatar, alors que le pays interdit toujours les syndicats. Et ça nous ramène aussi justement à l'Organisation internationale du travail et les normes fondamentales qui ne sont toujours pas appliquées dans plusieurs États membres. Ça a été aussi évidemment des batailles sur le travail détaché, des batailles sur les droits des femmes aux Philippines. Donc ça a toujours été, voilà, c'est ces questions-là en tout cas que j'ai portées sur les 10 dernières années. Et donc ce que je vais essayer à travers mon intervention, c'est de parler d'abord effectivement de l'OIT, parce que pour moi elle a un rôle central, et elle a dans notre programme aussi un rôle central, puisque comme tu l'as abordé au départ, et c'est intéressant de le mentionner, lorsqu'on crée l'OIT, l'OIT est la première finalement agence des Nations Unies. Elle est créée en 1919, à la sortie de la guerre, comme tu le disais. Et donc, on crée l'OIT, l'Organisation internationale du travail, en se disant qu'une paix durable, une paix universelle, ne peut pas advenir tant qu'il y a un mauvais traitement des travailleurs. C'est-à-dire qu'une paix universelle ne peut pas advenir sans justice sociale. C'est en 1919 que les États font ce constat-là. Malheureusement, on connaît la suite, Deuxième Guerre mondiale. Et là, en 1944, à Philadelphie, les États se rassemblent à nouveau et ils vont plus loin. Ils disent qu'il faut consacrer la primauté des considérations humaines et sociales sur les considérations économiques et financières. Donc tous les États membres de l'OIT en 1944, donc les États-Unis, tout ça, se rassemblent et sur cette base-là disent qu'il faut consacrer la primauté des droits humains et des droits sociaux sur les considérations économiques et sociales. Parce que derrière, il y a effectivement le fait que l'OIT considère que, comme tu le disais avec la citation de Jaurès, que le capitalisme ne peut pas résoudre les grands défis communs à l'humanité, qu'il est incapable de régler les catastrophes géopolitiques, sociales et écologiques. Et donc, que se passe-t-il depuis ? L'état du monde du travail, c'est 168 millions d'enfants qui travaillent dans le monde, c'est encore 41 millions d'esclaves, c'est 2,3 millions de travailleurs qui meurent chaque année du fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Donc cette course frénétique vers le profit a des conséquences humaines désastreuses. Et c'est pour ça que l'OIT a un rôle central dans notre programme, puisque c'est celle qui permettra de changer la mondialisation telle qu'elle est conçue aujourd'hui. Alors qu'est-ce que nous proposons dans le programme, notamment en lien avec l'OIT ? Bien déjà, d'intégrer les normes de l'OIT dans les accords commerciaux. Les normes de l'OIT, c'est pour ça que je vous citais le Qatar dès le départ, mais les normes de l'OIT, c'est notamment la liberté syndicale, la liberté de négociation collective, la lutte contre la discrimination, la fin du travail forcé, quand vous avez encore 40 millions d'esclaves. Tout ceci sont les droits fondamentaux. Et aujourd'hui, il n'y a même pas un mois, le 10 juin 2022, l'OIT a rajouté notamment dans ses droits fondamentaux, les droits fondamentaux humains, la santé et sécurité au travail. Et ça, c'est un sujet qui nous intéresse tous. C'est-à-dire qu'elle considère que un environnement de travail sain et sûr est un droit fondamental pour chaque être humain dans le monde. Et donc, ces normes-là, c'est ce que nous demandons, qu'elles soient intégrées automatiquement dans les accords commerciaux. Et ça, c'est évidemment une avancée considérable. Puisque, comme vous le voyez encore, les plus grandes puissances avec lesquelles nous œuvrons aujourd'hui sont des puissances qui ne respectent même pas les normes fondamentales de l'OIT. Les États-Unis sont des pays qui ont le moins ratifié d'ailleurs les normes du travail, les normes internationales du travail, il faut savoir. Alors après, ce que nous disons dans la même lignée, c'est que les prêts du FMI ne doivent pas porter atteinte à ces droits sociaux, ne doivent pas porter atteinte aux normes de l'OIT, contrairement à ce qui s'est passé au cours des dernières décennies. Nous proposons aussi qu'il y ait un corps d'inspection au niveau international. C'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir des normes, mais comme vous le savez toutes et tous, c'est qu'il faut pour cela les appliquer, et les appliquer, ça demande des contrôles, parce que sinon, personne ne les applique. Et donc, quel contrôle on a derrière ? C'est nous, ce que nous proposons, et en lien justement avec les discussions qu'on a pu avoir, notamment avec les inspecteurs du travail, c'est de créer justement ce corps d'inspection du travail international qui va aller vérifier justement l'application de ces normes internationales du travail.
et qui devra d'ailleurs aussi être inclus dans les négociations de chaque accord commercial. Nous demandons aussi, et ça c'est un aspect direct avec l'Union européenne, que l'Union européenne soit sujet de droit. Pourquoi ? Parce que très concrètement, l'Union européenne, face à l'OIT, ne peut pas être attaquée. Lorsque l'Union européenne publie une directive européenne, nous ne pouvons pas l'attaquer, alors que nous pouvons attaquer les États sur non-respect des normes de l'OIT, des normes internationales du travail. Eh bien, pour ce qui est de l'Union européenne, nous ne pouvons pas. Et un exemple très concret, encore une fois, sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est celui du travail détaché. Eh bien, le travail détaché, nous jugeons qu'il est contraire aux normes de l'OIT parce qu'il crée un système de discrimination. Pourquoi ? Parce que vous avez un travailleur polonais qui vient en France et qui n'a pas le droit à la même protection sociale et à la même rémunération. Donc c'est un système discriminatoire, puisque les cotisations sociales sont dans le pays d'origine, et lorsqu'il est en France, pendant plusieurs années, il n'avait même pas le droit aux conventions collectives. Donc nous jugeons que depuis 1996, et la création de cette directive, elle est contraire au droit international. Et bien là encore, impossible d'attaquer, parce que l'Union européenne n'est pas un sujet de droit face à l'OIT. Donc là, concrètement, ce que nous voulons aussi, c'est qu'elle puisse qu'elle soit attaquable pour non-respect des normes internationales. Donc vous voyez, à travers l'OIT, il y a quand même énormément à faire. Évidemment, pour le moment, comme tu le disais, il y a encore l'importance aussi des États-Unis, qui a donné pendant de nombreuses années beaucoup de subventions à l'Organisation internationale du travail, alors que derrière, évidemment, ils n'appliquaient pas leurs principes. Parce qu'il faut savoir que pour y avoir travaillé, puisque j'ai travaillé un temps à l'Organisation internationale du travail, vous vous retrouvez avec des subventions données à des pays juste pour faire des affaires, en fait. Il faut une certaine paix sociale, donc il faut à peu près un dialogue social dans le pays, et donc on fait des affaires, mais derrière, il n'y a pas l'essence même de ce qu'est l'organisation internationale. Et donc du coup, à travers l'OIT, il y a vraiment un grand chantier à mener. Et donc c'est pour ça que moi, c'était important en tout cas de vous le mentionner dans cette petite présentation. Deuxième chose, puisqu'après on m'a demandé de me focaliser donc sur un autre aspect, au-delà des Nations Unies, qui est celui effectivement des ruptures avec le libéralisme pour être indépendant, puisque c'était le sujet de l'intervention de Arnaud. Alors bon, on a deux aspects principaux évidemment pour l'indépendance, la souveraineté alimentaire, et évidemment avec un secteur agro-industriel productiviste qui ne répond pas, puisque tu le citais très bien, et donc je ne vais pas le développer, mais c'est le modèle de spécialiser autour de grandes productions et derrière faire de l'exportation. Donc on n'est pas indépendant à travers la politique agricole commune et tout ce qu'on met en place aujourd'hui. Et la question énergétique, alors ça c'est une nouvelle casquette en tout cas de ma part, puisque justement je vais siéger, je vous dis je vais parce que je n'ai pas encore siégé, les premières réunions auront lieu en septembre, à la commission de l'industrie et de l'énergie au sein du Parlement européen. Et donc là, effectivement, le sujet est extrêmement d'actualité, parce que vous l'avez vu encore lundi. Il y a donc le géant gazier russe Gazprom qui a déclaré qu'il allait suspendre les livraisons de gaz via Nord Stream 1. Et donc c'était un moment évidemment crucial, au moment où l'Allemagne discute actuellement de relancer ou pas ces 3 centrales nucléaires qui doivent justement devaient aboutir, je pense, au 31 décembre, si je ne me trompe pas, donc cette année. Et donc la discussion, c'est de savoir est-ce qu'on va les prolonger ou pas, les 3 centrales nucléaires en Allemagne. Et donc à ce moment-là où la discussion arrive en Allemagne, les Russes suspendent justement le gaz russe à travers Nord Stream 1. Et ça, sur les derniers mois, ça a rythmé l'actualité, et notamment puisque l'Union européenne, pour se dire la grande défenseuse de l'indépendance énergétique face à la Russie, a approuvé un règlement, je pense que c'était le 26 juillet, pour dire tous les États membres de l'Union européenne, vous allez devoir diminuer de 15% votre consommation de gaz d'ici la fin de l'année. 15%, c'est énorme. Et pour le moment, c'est volontaire, mais si les Russes, du coup, suspendent l'approvisionnement, ça deviendra contraignant. Et donc l'actualité de lundi, je vous en parlais, est importante, parce que si ça devient permanent, tous les États membres vont avoir l'obligation de diminuer leur consommation énergétique de 15% d'ici les prochains mois. C'est l'échec en fait de l'Union européenne depuis de nombreuses années sur la question énergétique, de la souveraineté énergétique, parce qu'il faut savoir que
la dépendance énergétique de l'Union européenne était aux environs de 44% en 1995. Elle atteint et elle atteindra environ 65 à 70% d'ici 2025, avec 80% liés au gaz. Donc vous voyez que depuis les dernières années, nous sommes sur une dépendance de plus en plus importante, une dépendance énergétique de l'Union européenne. Et donc de fait, c'est pour ça que la Russie peut s'en servir aujourd'hui face à l'Union européenne comme une arme de guerre. Alors concrètement, l'Union européenne, ce qu'elle a fait, c'est qu'à partir du 18 mai, donc pendant le conflit, elle a lancé un grand plan. Vous savez qu'ils aiment bien les plans. Donc le plan, c'est en anglais, c'est Repower EU. Et donc c'était l'idée de dire non, maintenant, nous allons plus être dépendants, notamment de la Russie. Et donc à travers ce plan, nous allons avoir, donc qui consiste en 3 axes, un peu plus de sobriété énergétique, une diversification de l'approvisionnement, c'est-à-dire, comme tu disais aussi encore une fois, on avait une dépendance vis-à-vis de la Russie, allons avoir une dépendance vis-à-vis des États-Unis et de l'Arabie saoudite, et une accélération du déploiement des énergies renouvelables. Et alors, la discussion autour de ce qu'est énergie renouvelable, là aussi, est intéressante. Tout cela, effectivement, donc là on avance. L'agenda européen, ça va être les discussions des prochains mois. Hein. Donc voilà, le 18 mai, vous avez ce plan. Le 26 juillet, vous avez l'Union européenne qui dit qu'il va falloir accélérer l'abondance, vous comprenez, voilà. Donc il va falloir accélérer. Et maintenant, du coup, à la rentrée, ça va être bientôt, vous êtes contraints de diminuer de 15%. On va fermer certaines industries vont plus avoir justement, vont devoir fermer pendant un certain nombre de mois. Ça va être une gestion chaotique en fait. Alors qu'on aurait pu éviter ça, mais sauf que l'Union européenne n'a jamais voulu planifier, n'a jamais voulu entamer la planification énergétique sur le continent. Pourquoi ? Parce que, toujours la même chose, c'est le mécanisme de marché. Le mécanisme de marché préfère un investissement basé sur le court terme plutôt que la souveraineté qui est basée de fait sur le long terme. Donc elle est dépendante structurellement aujourd'hui de l'Est et du gaz russe. Elle sera dépendante bientôt du gaz de schiste américain. Et derrière, ce sont des milliards, parce qu'on a financé des milliards pour aller le chercher, hein, ce gaz russe, parce que ça a été des financements publics pour justement doubler les gazoducs, puisque vous avez le fameux premier Nord Stream 1 et le deuxième Nord Stream 2 qui vient d'être achevé. Le gaz, pourquoi ? Parce que c'est pas cher, au lieu de penser à quelles énergies renouvelables on va porter. Donc vous voyez, cette problématique est centrale, c'est une problématique que nous allons voir dans les prochains mois, là, qui commence effectivement à être centrale dans la discussion européenne et qui va l'être encore dans les prochains mois. C'est évidemment l'absence dans les politiques industrielles sur le développement des énergies renouvelables des aides d'État. Donc encore une fois, on ne peut pas subventionner ce qui aurait dû être fait depuis longtemps. Donc je ne vais pas aller plus loin parce que l'idée aussi, comme c'était un atelier formation, c'était aussi de pouvoir discuter tous ensemble. Et vous voyez bien que la question, en tout cas énergétique, va être centrale dans les enjeux géopolitiques des prochains mois. Elle l'a été déjà avant, mais là, elle le devient vraiment. Effectivement, nous, ce que nous demandons dans les plus brefs délais, c'est l'abandon du marché carbone, l'abandon du marché de l'énergie européenne. Il faut une réindustrialisation. Il faut que la réindustrialisation se fasse en partenariat, qu'on construise ensemble avec les organisations syndicales, avec les ONG, qu'on trace ensemble la trajectoire industrielle et de la trajectoire de la réindustrialisation à venir. Donc voilà, ça c'est tout le travail que nous allons devoir faire pendant les prochains mois. Donc évidemment, je pense que l'idée c'est d'ouvrir un peu la discussion pour qu'on en discute ensemble. Mais voilà, en tout cas, pour nous, les enjeux des prochains mois vont être centraux. Et nous allons en tout cas nous battre d'arrache-pied au Parlement européen pour contrer tous les arguments en tout cas de Macron sur cette nouvelle indépendance énergétique, mais qui se fait toujours sur le dos des citoyens de l'Union européenne et des peuples. Merci. Merci Marina. Je ne sais pas ce qui est prévu. Est-ce qu'il y a un camarade référent Qu'est-ce qui est prévu pour les micros, tout ça? D'accord. Ouais, on fait un homme, une femme, ce sera mieux pour la parité. Alors attendez, là.
bonjour. Je m'excuse pour mon français, c'est pas top. Mais je suis italo-argentin, plus argentin qu'italien. Et je suis un peu la situation géopolitique de ce moment. Et j'ai vu que j'ai senti que, par exemple, il y a des critiques sur Total parce que continue sus investissements sur Russie. Mais alors, que de cette manière, supporte la guerre russe contre l'Ukraine, c'est une manière de légitimer apparemment selon cette argumentation. Mais ça, ce discours, je pense que ce n'est pas du tout non aligné parce que je me souviens que, par exemple, seulement Clinton, Bush, Obama charge 11 millions de morts sur son dos pour toutes les guerres que vous avez mentionnées avant. Mais jamais la France, en ce moment, on va sanctionner les États-Unis, on va. Non. Alors, il y a comme un double discours, il y a peut-être qu'il manque un peu de cohérence en cet aspect, parce que la situation n'est pas changée, mais ça c'est un point. Non. Et l'autre point, c'est évidemment qu'il y a aussi une question économique, on peut dire, derrière la guerre, pas seulement, non, sur les gaz. Mais je me souviens que beaucoup avant de la guerre, le gouvernement des États-Unis, toujours, il avait fait des obstacles, empêché de Nord Stream 2. Il ne voulait pas, on peut dire, un lien économique entre l'Europe et la Russie. Toujours essayer de casser cette lien. Et maintenant, on doit payer, nous, le peuple, on peut dire, beaucoup plus cher les gaz, des schistes, plus contaminants, des charbons, des nucléaires, et tout pour suivre, on peut dire, la politique atlantiste. Non, et me semble que ce n'est pas du tout non aligné. Je ne sais pas qu'est-ce que vous répondre à ces questions. Merci. Bonjour et merci pour vos interventions. Ma question est, vous dites qu'il n'y a pas au niveau international d'organisation politique, mais ma question est-ce que la 4e internationale, c'est pas une organisation? Voilà. Ensuite, je voulais me faire l'avocat du diable. Il ne faut pas donner d'armes au peuple ukrainien pour se défendre contre l'invasion russe. Mais qu'est-ce qu'il faut faire donc? Il faut le laisser se faire envahir? Voilà. Bonjour, merci pour la conférence déjà. J'aimerais poser une question sur la manière de faire respecter les droits de l'homme dans le monde, notamment les moyens dont on dispose, que ce soit au niveau national ou international, par le biais de l'ONU par exemple. Est-ce que face aux États-Unis, donc qui ne respectent pas les droits de l'homme, pour prendre un exemple à Guantanamo, à la Chine avec les Ouïghours ou à la Russie dans son traitement des prisonniers ukrainiens, quels moyens d'action on a pour les obliger à respecter leurs obligations en matière des droits de l'homme? Est-ce que ça sera des sanctions économiques? Est-ce que ça sera des protestations diplomatiques? Voilà, j'aimerais entendre votre avis. Bonsoir. Deux questions. Ça passe? Ça passe pas? Si, ça passe. Deux questions. Une par rapport à l'indépendance, bon, éventuellement au non. Le problème, que pensez-vous du problème du dollar comme seule monnaie d'échange international ou internationaux? Et par exemple, si on avait voulu acheter du gaz ou du pétrole à l'Iran, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Apparemment, c'était pas possible puisque le dollar est la monnaie centrale des échanges. Deuxième question, en fait, c'est sur la protection douanière que vous pensez écologique et puis sociale, mais est-ce qu'elle ne concerne que les marchandises? Parce que si elle concerne aussi les êtres humains,
que faire de tous les réfugiés actuellement qui arrivent en nombre, soit dû à au désordre écologique, soit dû aux guerres. Qu'en est-il de ces gens-là? D'autres questions ou vous répondez tout de suite? Pardon, on vous redonne la parole après. Très rapidement, je donne la parole à Marina. Mais Total en Russie, moi, aux camarades argentins, je vous réponds que nous, on n'est pas comptable de la politique des gouvernements. Hein. Malheureusement, on n'y est pas. Mais on a une idée très précise de ce qu'on ferait si on y était. Oui, non, la politique actuelle de la France est tout sauf non alignée, ça, on est d'accord. En ce qui concerne Total, il y aurait beaucoup à dire sur ce qu'ils font en Russie. J'aimerais aussi que dans la presse française, on les attaque pas simplement pour ça, mais aussi pour le fait qu'ils ne payent pas un centime d'impôt, qu'ils ont fait des profits faramineux, comme leurs collègues, hein, parce que les bénéfices nets consolidés prévus pour 2022 de l'ensemble des industries énergétiques dans le monde, c'est 4 000 milliards de dollars. Bénéfices nets consolidés. Hein. Je ne parle pas de chiffre d'affaires. 4 000 milliards de dollars. Je vous demande de réfléchir à ces chiffres. C'est presque 2 fois le PIB de la France. Donc voilà, le secteur de l'énergie se porte bien. Et en fait, ce qu'on appelle une pénurie, c'est pas une pénurie, c'est une boucle pénurie-profit en fait. C'est ça qui provoque l'inflation, etc. Les grandes multinationales se servent de l'excuse de la pénurie pour augmenter leurs marges, etc. Moi, je suis intervenu là-dessus à l'Assemblée pour dénoncer cela. Voilà, bon, les macronistes s'en fichent. Hein. Je laisserai Marina répondre sur Nord Stream 2, mais évidemment que Nord Stream 2, c'est aussi une affaire géopolitique et pas simplement économique. Les deux sont indissociables. Sur les sanctions, d'abord, je pourrais vous répondre de deux manières. La première, c'est de dire c'est pas parce qu'on n'a pas sanctionné les Américains qu'il faut laisser Poutine faire sa guerre sans problème, etc. Mais je vais répondre différemment. Le problème des sanctions, d'abord, c'est que l'immense majorité des sanctions au niveau international, elles sont illégales. Les États-Unis, ils peuvent se permettre de sanctionner qui ils veulent quand ils veulent, c'est illégal. Les sanctions là décidées sur la Russie, elles sont ni légales ni illégales, elles sont dans un cadre, voilà. Mais là, pour la Russie, c'est plutôt la question de leur efficacité qui se pose. Ça apporte un coup sévère à l'économie russe, mais la question est de savoir si le peuple russe sera en capacité de se mobiliser. Parce que là, à l'heure actuelle, c'est d'abord les opposants à la guerre en Russie qui trinquent et qui subissent les conséquences des sanctions. Voilà. Et en plus, les sanctions ont clairement un effet boomerang, puisque on fait partie de la plus grande alliance militaire du monde, l'OTAN. On est, voilà, bon, nous, on n'est pas pour, hein, mais en tout cas, c'est un fait, etc. On n'est pas attaquable militairement, il faut arrêter de... Et pourtant, on est mis au supplice par quelqu'un parce qu'il peut décider d'ouvrir ou de fermer un robinet de gaz. Donc, on n'a pas une vision purement morale, complètement sans aucune forme de planification et de stratégie qui s'est développée au niveau européen. On décrète que, en fait, c'est l'illusion de la toute-puissance qui n'est plus le cas. Il faut arrêter de penser qu'il y a tout un ensemble de régions du monde qui ne nous écoutent plus, en fait. Voilà. C'est un acte, on peut le déplorer, on peut s'en satisfaire, c'est pas le sujet en fait, c'est un fait. Et donc il faut vraiment réfléchir à ce type de mécanisme. Moi, j'ai pas un rapport moral à ce type de mécanisme, c'est la question de quelle efficacité. Quant aux sanctions, avant, on les connaît, hein, ça touche d'abord les peuples. Voilà. Dans le cas de l'Irak, ça a touché les peuples, dans le cas de l'Iran, ça touche les peuples, et ça renforce les régimes qu'on prétend combattre en plus, puisque les régimes deviennent à la fin les seuls... distribuer les ressources sur la base de la rareté, quoi. Donc voilà, aux uns, pas aux autres. Si vous vous opposez politiquement, vous n'avez plus rien. Voilà. Donc non, c'est pas efficace. Les sanctions, ça a surtout été un moyen pour les États-Unis c'est une nouvelle manière de rentrer dans la compétition économique, tout simplement. C'est aussi une manière de dissuader les concurrents des pays européens, etc., de faire des affaires avec on décrète que, voilà. Et vous verrez que si un jour, c'est loin d'être fait, mais si un jour les sanctions sont levées sur l'Iran, c'est pas les pays qui ont des positions économiques antérieurement aux sanctions qui auront les mêmes après. Hein. Les États-Unis se précipiteront et puis voilà.
Sur la 4e internationale, je crois que je ne me suis pas bien fait comprendre. J'ai pas dit, madame, qu'il n'y avait plus de structure internationaliste. J'ai dit, et on peut en débattre si vous le souhaitez, qu'il n'y a pas de structure internationaliste à une échelle de masse qui intègre l'ensemble, enfin la majorité de l'humanité. Et je le déplore. Et croyez bien que quand ça fonctionne, la 4e internationale, nous, on n'a aucun problème à travailler avec. Je ne veux pas vous citer des exemples qui sont trop sensibles ici, mais par rapport aux camarades russes, par rapport à un certain nombre de personnes, on a parfaitement su travailler avec ces réseaux-là pour aider des gens. Voilà. Mais c'est pas vrai que la 4e internationale elle fonctionne en Afrique. C'est pas vrai qu'elle fonctionne. Voilà. Parce que l'immense majorité des mouvements populaires actuellement dans le monde, de ce que nous on appelle des dynamiques de révolte citoyenne, mais on pourrait les appeler comme vous voudrez, hein, elles sont complètement inorganisées en fait. Parce qu'il y a eu des décompositions politiques partout. Moi je pourrais vous citer beaucoup de pays, le Burkina Faso, des gens qui étaient soi-disant 100 fois plus à gauche que Sankara, ont fini avec Compaoré, et puis on a continué à dire il y a une internationale. Non, je suis désolé. Enfin, si on considère que ces gens-là, c'est alors après, bon, il y a l'international socialiste classique qui était encore plus, voilà, mais il y a un moment donné, l'internationalisme, ça doit être connecté avec les peuples et représenter la masse des gens. Sinon, on discute entre nous et ça ne marchera pas. Mais j'ai un immense respect pour l'international et l'histoire de l'international. Mais à l'heure actuelle, la 4e internationale n'est plus un mouvement de masse. Et j'aimerais bien qu'il le soit, hein, ce n'est pas le sujet. Sur les armes à l'Ukraine, bon, nous, on a toujours dit qu'il fallait la plus grande discrétion. On ne commente pas ce que fait Macron. On n'a jamais pensé qu'il fallait laisser le peuple ukrainien sans défense. La question qui se pose, c'est quel type d'armes livrer. Pas des armes stratégiques qui nous mettent en porte-à-faux par rapport à une puissance nucléaire, parce que ça, c'est la réalité. Mais après, pour le reste, oui, des armes d'autodéfense, des armes... Mais nous, on ne commente pas ça. On ne commente pas parce que à chaque fois, après, dans la presse, a-t-on livré assez, trop, machin. Il y a d'autres questions qui se posent, mais à ce stade, nous, on ne s'est pas opposé à la livraison d'armes. Il faut savoir après dans quel contexte elles sont utilisées, est-ce que les gens sont formés pour s'en servir, etc., etc. Sur le problème, enfin, sur les droits humains, les moyens d'action, il y en a un certain nombre, mais il n'y en a pas tant que ça non plus. Je rejoins sur ce que je disais, qu'il y a beaucoup de pays qui ne nous écoutent plus, hein, faut pas croire. Pour 2 raisons. La première, c'est que on peut sanctionner la Chine si vous voulez. Hein. Non, mais il ne s'agit pas de dire la Chine c'est tout puissant. Non, la Chine a des graves problèmes économiques internes, faut pas croire. Hein. Ils ont des énormes. Mais le problème, c'est qu'ils ont été assez malins pour ne pas rendre leur monnaie totalement vulnérable dans le système financier international. Ils ont une monnaie interne et leur internationalisation de leur monnaie se fait progressivement. Donc on peut pas. On n'a pas de prise sur leur système bancaire, on n'a pas machin. Donc on peut inventer toutes les sanctions du monde, elles seront purement verbales. Et puis surtout, on a totalement démonétisé la parole des Occidentaux là-dessus, puisque ça fait trop d'années. Ça pourrait remonter à la colonisation, hein, on l'a fait au nom de la civilisation, au nom de la défense des droits, etc. Mais sans remonter jusque-là, ça fait trop d'années qu'on manipule la question des droits humains. Vous n'êtes pas crédible quand vous prétendez défendre les droits de l'homme à Taïwan et que vous avez reçu Mohamed Ben Salman 15 jours avant. Je suis désolé. C'est pas pour dire ah mais oui, non, mais l'autre il est pire, donc on doit rien faire. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'on a des dirigeants qui sont des hypocrites sur ces sujets. Et nous, on n'est pas hypocrites. Et Jean-Luc Mélenchon, il a souvent été attaqué parce que juste il dit ce qu'il ferait s'il était président de la République. Il dit pas des choses comme ça en l'air et puis au jour où on est à la présidence, on passe de l'idéalisme au cynisme. Non. Mais il dit c'est pas vrai qu'on entrera en guerre face à la Chine s'il y avait un problème avec Taïwan. C'est pas vrai. Pas faire croire aux Français qu'on va défendre militairement Taïwan. C'est pas vrai. Et moi, je vais plus loin. Je pense que dans l'affaire de Taïwan, la défense de la démocratie, c'est un pur prétexte. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les droits humains, c'est d'abord la mobilisation des peuples pour leur souveraineté. Et nous, on peut donner des coups de pouce. Voilà, on peut aider, on peut recevoir des gens, on peut décider, mais qu'on arrête de croire que depuis nos instances internationales, depuis le G7, parfois le G20, encore qu'il est trop hétérogène pour ça, mais on peut décréter un tel il fait bien, un tel il fait pas bien, donc on sanctionne les uns, on sanctionne pas les autres, etc. Ça marche pas en fait. On se parle à nous-mêmes en faisant ça. Voilà.
Donc moi, j'ai pas de solution, honnêtement, depuis Paris, ou depuis l'Europe et les États-Unis, décréter que les droits de l'homme doivent être appliqués dans le monde. Commençons déjà aussi par s'entendre sur ce qu'on entend par là. C'est quoi la liberté? Macron, il l'a dit, il faut défendre la liberté, on doit en payer le prix. C'est quoi la liberté? Lui, il défend la liberté du capital. Hein. Faites attention parce que vous vous opposez à son discours, à la fin, vous êtes contre les droits de l'homme. Hein. Donc déjà qu'on s'entende sur ce dont on parle et que, voilà. Et moi, je vais vous le dire, et peut-être j'assume mes propos, je ne me sens pas donner des leçons de droits de l'homme à la planète entière dans un pays qui a mis 800 personnes en prison, quasiment sans procès, qui a éborgné je ne sais pas combien de personnes pacifiques et qui a déployé de tels moyens. Voilà. Alors je dis pas évidemment que c'est pas pire en Chine ou en Russie. Je dis pas ça. Je dis que posons-nous la question de l'état des droits aussi chez nous, quoi. Voilà, avant de donner des leçons à la planète entière. J'ai été beaucoup trop long, Marina, mais les problèmes du dollar, évidemment, la fragmentation de la mondialisation commence à montrer la réalité de tout ça. Quand les Chinois utilisent le yuan, les Russes utilisent le yuan pour acheter voilà, les Iraniens utilisent le yuan. C'est ce qu'on appelle vraiment, c'est fragmentation, elle commence à être monétaire, elle était économique, elle commence à être monétaire, etc. Il ne faut pas croire que... Bon, d'abord, on est très loin que le yuan rattrape le dollar, parce que la question du dollar, c'est qu'en fait, les gens, tout le monde en a. Donc même quand la puissance économique réelle et la production réelle des États-Unis baissent, de toute façon, il y a plein de gens qui n'ont pas intérêt à ce que le dollar s'effondre. Donc il y aura une espèce d'inertie, en fait. Même si les États-Unis, du jour au lendemain, disparaissaient, il y aurait encore du monde à continuer à essayer d'échanger en dollars parce qu'ils en ont plein. Les Chinois, ils en ont 3000 milliards, donc ils ne veulent pas que le dollar s'effondre comme ça. Hein. Mais de toute façon, le remplacement d'une hégémonie monétaire par une autre, c'est pas le modèle. L'idéal, mais alors là, je parle à horizon, je ne suis pas sûr que grand monde le voit, peut-être nos enfants, peut-être nos petits-enfants, je ne sais pas. L'idéal, mais on se battra, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se battre pour. C'est un modèle tout simplement d'une monnaie qui soit arrimée à aucun État. C'était le rêve de Keynes, de Bancor, d'une monnaie indexée, d'une monnaie uniquement d'échange international, d'une monnaie mondiale, mais qui puisse pas être oui, les DTS, mais le problème c'est que les DTS du FMI, maintenant ils sont conditionnés à ce que vous fassiez une politique de purge sociale dans votre pays, et sinon vous n'en avez pas. Mais l'outil existe, bien sûr. Donc voilà. Parce que là, c'est une arme géopolitique pour les États-Unis, et c'est une arme qu'ils n'ont pas fini d'utiliser, y compris face à l'Europe. Et j'arrête là-dessus, Marina, et ça paraît une bonne transition. C'est que là, ils viennent de monter les taux d'intérêt, etc. C'est une guerre des monnaies inversée. Vous allez voir que l'Europe va être en crise monétaire à nouveau, parce que la hausse des taux que les États-Unis ont impulsé, etc., va créer des crises sur la dette d'État. On va avoir ce qu'ils appellent des gros écarts, des taux d'intérêt, des emprunts entre l'Italie, l'Allemagne. On commence à en parler, vous allez voir. Et dans 1, 2, 3 ans, l'Europe qui soi-disant allait sortir renforcée, elle allait être obligée de se serrer les coudes face à Poutine, etc., on va retomber dans une forme de... Voilà. Et on fera payer au peuple comme d'habitude. Du coup, je pense qu'Arnaud a déjà répondu aux questions qui ont été posées. Peut-être juste sur la question de comment on fait appliquer les droits humains, les droits sociaux. Il y a la question du traité contraignant sur les multinationales qu'on va promouvoir. Et derrière, effectivement, il y a toute la question d'un débat que vous avez dû voir venir aussi sur le devoir de vigilance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a nos entreprises européennes qui ont des activités aux quatre coins du monde et qui ne respectent pas dans ces pays les droits humains, les droits sociaux, là, ils devraient être sanctionnés. Et donc ça, c'est le combat qui est mené à travers le devoir de vigilance et aussi à travers ce que nous portons, le traité contraignant sur les multinationales. Je pense que c'est un vecteur important à travers des entreprises et pour les avoir vus aussi. Moi, j'ai déjà vu des organisations aussi à travers donc une chaîne de sous-traitance de travailleurs qui s'organisent aux quatre coins du monde pour faire plier une entreprise parce qu'elle ne respecte pas des droits humains, des droits sociaux, et il y a des victoires au bout. C'est-à-dire que quand on s'organise, on repart de la base, c'est-à-dire à la base, on s'organise collectivement et on peut avoir des victoires. Et pour moi, c'est comme ça qu'on va appliquer finalement
tant qu'on n'a pas les outils, en tout cas peut-être les bons outils au niveau international, c'est possible de les faire appliquer par l'action, par le collectif, par la mobilisation. Donc ça, c'est important et il faut absolument qu'on se rappelle à chaque moment que à travers tous les combats qu'on mène, il y a des travailleurs, il y a des personnes à l'autre bout du monde qui revendiquent ces mêmes droits. Et donc on doit se battre avec eux. Et c'est, je pense, en tout cas, une partie importante de ce que, qui peut être rajoutée à ce que tu as dit. Et je ne sais pas s'il y a une issue positive, parce qu'il en faut. Non, mais c'est vrai. Et juste pour vous donner un exemple concret, parce que pour être, que ça soit pas trop flou, mais Carrefour, par exemple, moi j'ai suivi pendant 2 ans Carrefour, qui s'est implanté partout en Amérique latine et qui interdisait, on revient sur les questions sociales, mais qui interdisait les syndicats, par exemple en Colombie. Ça veut dire qu'on implantait Carrefour pendant 15 ans, impossible de mettre un syndicat, l'entreprise refusait. Les travailleurs se mobilisent au niveau mondial, ils disent on va signer un accord mondial, un accord cadre international, ça s'appelle. Bon. On signe un accord avec la multinationale et on dit partout dans le monde, quel que soit où elle est implantée, elle doit respecter les droits humains et les droits sociaux. Eh bien, en Colombie, maintenant, ils ont un syndicat. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont mobilisés, parce qu'ils ont lutté même à l'échelle d'un continent, c'est-à-dire qu'on a les syndicats de Carrefour en Argentine qui sont allés faire des mobilisations jusqu'en Colombie pour dire nous, on ne sortira pas du pays tant qu'il n'y aura pas un syndicat dans les carrefours en Colombie, et à la fin, il y a un syndicat. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on a des exemples très concrets, très positifs, de choses aussi qui s'organisent, mais par la mobilisation, par la lutte, parce que c'est comme ça qu'on obtient de toute façon des acquis. Et on fait respecter des droits. Merci à Marina, parce que moi j'étais un peu trop cynique mais c'est elle la spécialiste de. Mais cela dit, c'est pas la même chose que de décréter des sanctions depuis une rencontre diplomatique entre des chefs d'État. C'est de la mobilisation. Voilà. Allô. C'est bon. C'est un petit peu, je sais pas si c'est possible de répondre à ça en fait, mais bon, c'est à vous que je m'adresse en tout cas. Non, mais sur le plan, sur le plan géopolitique, j'entends bien la nécessité, et on est tous d'accord là-dessus, sur l'harmonisation des droits humains. Vous avez pas mal insisté sur l'Organisation internationale du travail et la nécessité de se battre avec des camarades à l'autre bout du monde ou le soutien des travailleurs du Bangladesh. Déjà, en termes de droit du travail, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller très très loin pour voir qu'il n'est pas respecté. Mais vous allez me répondre que vous n'êtes pas tenant du bilan des gouvernements en place, en l'occurrence avec la disparition des CHSCT, etc. Donc c'est pas le propos. Mais en termes géopolitiques, vous avez répondu partiellement tout à l'heure à une question que je me pose. Est-ce que la France peut se permettre d'être autonome, en tout cas sur le plan militaire ? Oui. Vous l'avez dit, la France n'est pas attaquable à un moment donné, là, il n'y a pas si longtemps que ça, quand vous parliez de la Russie. Ma question, c'est comment est-ce qu'on peut concilier la nécessité d'être indépendant et de se donner les moyens de l'indépendance sur le plan militaire et aller vers la démilitarisation justement par rapport à l'harmonisation des droits humains. Quel levier ? Comment on organise ça ? J'ai du mal parce que ça me semble être quand même 2 données complètement contradictoires et j'attends un petit peu un éclairage érudit. Une question d'une femme peut-être ? C'est bon. Prise, c'est-à-dire Donc bonjour, moi j'ai une question au niveau des syndicats, notamment européens. Quand on voit que historiquement les syndicats du nord de l'Europe sont plutôt des syndicats réformistes, c'est-à-dire qu'ils ne considèrent pas que la discussion avec le patronat doit passer par une lutte et par rapport de force,
comment est-ce que vous arrivez, du coup, est-ce que vous arrivez à négocier, à parler avec eux, à mener des actions au niveau de l'Europe? Au niveau du Sud, on sait que l'Italie et l'Espagne, pour les citer, sont souvent dans les luttes, mais au Nord, en fait, c'est pour savoir un petit peu des éclairages de comment ça se passe. Et la seconde, c'est au niveau de, comment dire, je sais pas comment ça se passe, mais au niveau de la France, on assiste depuis quelques années à un pillage des entreprises, c'est-à-dire les PME de 100, 150 personnes se font racheter avec les brevets par des sociétés américaines, chinoises ou autres. Et du coup, est-ce que il y a une réflexion dessus sur comment lutter ça, surtout quand on se rend compte, c'est souvent dans des secteurs stratégiques tels que le médical, le nucléaire, etc. Une fois que les brevets sont partis, comment on peut rattraper ce saccage qui est en train de se passer? Merci. Oui, bonjour. Moi, j'ai pas compris dans l'option de ne pas faire partie d'alliances militaires, qu'est-ce qui nous protège de l'attaque de la part de dictatures comme via Poutine ou autre? Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on est protégé? Est-ce que c'est la bombe atomique qui est critiquée et qui est critiquable? Enfin, je trouve que c'est un peu compliqué comme question et j'ai pas compris qu'est-ce qui justifiait la stratégie de ne pas être aligné. Merci. Bonjour, je suis Adam et je suis un insoumis de la République du Tchad. Donc, c'est quelqu'un qui vient de l'Afrique et du Sahel. Et donc, avant de commencer, je remercie les insoumis de Nantes qui m'ont aidé jusqu'à arriver ici. Et surtout les députés Sougolan Amio et Andy. Donc, j'apporte un témoignage. Donc, je suis un témoin oculaire de ce qui se passe au Sahel et au Tchad. Vous avez parlé de la destruction des relations entre la France et l'Afrique. Et donc, le peuple africain, dans sa généralité, et surtout la jeunesse, a un sentiment anti-politique française et pas un sentiment anti-français. Il faut qu'on soit clair. Et comme il y a assez de Français qui ont un sentiment anti-politique française. Et ouais. Donc il faut qu'on soit clair sur ça. Donc les témoignages que je voulais apporter, il y avait le président de mon pays qui s'appelle Idriss Déby. Il est président en 1990 avant ma naissance. C'est un dictateur avéré, mais il est soutenu par l'Élysée, par Hollande, par Sarkozy, et j'arrive sur Macron. Le monsieur, ce dictateur, a été tué en 2021. Il est parti mater une rébellion comme il est en train de faire, et il a été tué. Et 2 jours après, à notre surprise, on voit Macron et Jean-Yves Le Drian s'est dépêché pour prendre son fils après 32 ans de pouvoir pour le mettre à notre tête. Alors, comment vous voulez qu'on n'a pas un sentiment anti-politique française? Et voilà. Donc, ça c'est le témoignage de ce que le député vient de dire. Donc, il y a quelqu'un qui est un témoin oculaire que vous relate, et donc je pense que ça sera un peu efficace. Alors, donc, ma question. Les idées de la France insoumise sont majoritaires en Afrique. Et comme vous venez de dire, c'est du côté du peuple. Et on en a marre de la lutte politico-militaire. Ce sont des puissances. Si ce n'est pas la France, c'est la Russie qui donne des armes. Si ce n'est pas la Russie, c'est la Chine. Et il y a des gens qui viennent prendre le pouvoir, mais tout pour eux, rien pour le peuple. Donc, étant des jeunes Africains, donc on est dans le dynamique de la révolution citoyenne. Et vos idées sur la démocratie, sur l'économie et sur l'écologie sont majoritaires. Alors, comment la France insoumise peut développer peut-être
des dynamiques pour converger par exemple, tous ces petits mouvements qui se créent. Et bah, je vais finir pour vous dire que vous avez une démocratie, gardez-la et battez fort pour cette démocratie, parce que ma prise de parole et ma présence ici va m'envoyer directement en prison quand je rentre au Tchad. C'est pas ici, hein? Oh, non. Donc pour finir, je vais citer Jean Jaurès qui disait le courage, c'est d'aimer la vie et c'est de regarder la mort d'un regard tranquille. C'est d'aller de l'idéal vers le réel. Et donc je pense que c'est ensemble qu'on peut bâtir un monde en commun. Merci. Oui, alors du coup, pour revenir sur l'aspect syndicat, parce que vous avez vu, c'est un peu mon dada. Non, effectivement, donc comment on fait oui, moi je viens de la CGT, donc je suis habituée à un syndicalisme de lutte. Effectivement, il y a des cultures syndicales différentes en Europe, mais pas que, hein, dans le monde. Les cultures syndicales sont très différentes d'un pays à un autre, d'un continent à un autre. Après, quand on parle justement des pays nordiques, il faut savoir que des pays comme la Suède notamment, enfin, c'est des 70% de taux de syndicalisation. Donc c'est-à-dire que c'est des pays où ils sont en capacité de faire des mouvements sociaux qui fonctionnent extrêmement bien et qui ont des débouchés sur les questions sociales très importantes. Si on va sur les conventions collectives en Suède, en Finlande, elles sont excellentes. Donc, et ça, c'est la bataille des organisations syndicales. Donc oui, le syndicalisme est différent, mais pour l'instant, en tout cas, ce qu'ils aboutissent en termes d'acquis sociaux est extrêmement important. Donc on est capable de discuter avec eux, les enjeux sont les mêmes. Je veux dire, quand on va rencontrer des Suédois, des travailleurs finlandais, des travailleurs même norvégiens, même s'ils ne sont pas au sein de l'Union, on va avoir des préoccupations communes, donc on peut organiser la lutte ensemble. Donc oui, on peut organiser une lutte avec des syndicats qui ont des manières de penser le syndicalisme un peu différentes, mais qui derrière, la question centrale, c'est la défense des droits des travailleurs, point, quoi. Là, on est tous d'accord et on lutte tous pour ça. Donc il faut trouver la manière de travailler ensemble, d'avancer, de se battre et d'obtenir des victoires collectivement. Bon, ça, c'est pour les syndicats du Nord. Après, je sais pas s'il y avait d'autres questions en lien sur, parce que peut-être sur la question Afrique, je sais que tu veux répondre. Je te laisse, je sais pas si j'ai oublié un point sur. De toute façon, on pourra peut-être refaire un dernier tour de questions. Merci, monsieur camarade insoumis tchadien. Bah, de toute façon, vous avez résumé la situation. Le Tchad, c'était l'un des catalyseurs de l'incohérence. Enfin, il y a une cohérence, mais des contradictions de la politique africaine française et de Macron en particulier, puisque d'un côté, on donnait des leçons au Mali, à tel ou tel pays. On les faisait exclure des organisations régionales, etc., parce qu'il y avait un coup d'État. Et de l'autre côté, on allait adouber un héritier militaire qui, contre toutes les règles constitutionnelles en vigueur, enfin en tout cas officielles dans son pays, était désigné successeur de son père. Mais ça, c'est le problème d'avoir une vision purement militaire. Je dirais même pas sécuritaire, parce que ça n'apporte rien à notre sécurité. Il y a plus de djihadistes quand on part que quand on arrive. Voilà, parce qu'on règle rien. La lutte contre le terrorisme n'est pas une lutte d'abord militaire, c'est une lutte d'abord politique, économique et sociale. Et parfois, il peut y avoir aussi des besoins d'avoir recours à la force, mais c'est d'abord aux pays concernés qu'on doit donner les moyens de le faire eux-mêmes, parce que de toute façon, on sait comment ça se passe. Les soldats français ont été accueillis en héros à Bamako, puis un an plus tard, ils étaient vus comme une force d'occupation. Puis maintenant, on sort en catimini le 15 août. Alors, à sortir le dernier soldat du Mali le 15 août, si on veut faire plus discret, on peut pas. Enfin, voilà, c'est à peu près le jour où il y a le moins de personnes qui sont connectées en France. Voilà. Donc,
Tout ça pour dire que oui, c'est... alors comment on peut se connecter, comment on peut... Nous c'est très simple, quand on nous demande de l'aide, on aide. On aide des opposants, on interpelle nos ministres pour s'assurer que le sort de telle ou telle personne, voilà, avec le Front de défense de la Constitution en Guinée, on a toujours été là à chaque fois qu'ils nous ont appelés. Mais on n'intervient pas de manière cavalière et juste pour se faire plaisir à nous, on le fait toujours à la demande des camarades africains parce qu'il ne s'agit de pas d'être contre-productif en fait. Et voilà, et honneur au peuple tchadien qui continue à se mobiliser dans des conditions très compliquées, on va dire par euphémisme. Et je vois que ça continue et évidemment, si vous retournez dans le pays, prévenez-nous et qu'on puisse quand même essayer de vous protéger. Voilà. Mais plus globalement, j'invite vraiment, pour ceux que ça intéresse, à écouter le discours de Jean-Luc Mélenchon à Ouagadougou. Il est sur YouTube. Il y a 1 heure où il fait une conférence et 1 heure où il échange avec des étudiants. Et c'est pas l'alpha et l'oméga, mais c'est vraiment, ça synthétise toute notre vision des relations avec voilà, l'Afrique. Sur la militarisation et les ventes d'armes, nous, on n'est pas pour démilitariser complètement la France, on est pour qu'elle garde les moyens de se défendre. En revanche, je ne sais plus qui posait la question, c'était vous. En revanche, il est inacceptable que la vente d'armes soit devenue aussi facile que celle des pains au chocolat. Et, non, mais c'est monsieur derrière. Mais vous pourrez la poser tant que vous voudrez. On va refaire un tour de parole. Mais le problème, c'est que, pour résumer, il faut arrêter déjà d'avoir que nos industries de l'armement ne fassent que de l'armement. Parce que quand nos industries de l'armement font que de l'armement, pour qu'elles soient rentables, et comme en plus elles ont été privatisées, pour être rentables, elles doivent en vendre à tout le monde. Et c'est comme ça qu'à la fin, on est lié aux intérêts des Saoudiens, on est lié aux intérêts des Égyptiens, on est lié, alors que ce sont des dictatures de la pire espèce. Nous, on avait quelque chose d'assez simple dans le programme, c'était de dire d'abord, on refait un pôle public et on ne produit uniquement ce qui est nécessaire à notre défense. Parce que nous, notre doctrine, c'est Jaurès là-dessus. Hein. L'armée nouvelle, c'est pas la démilitarisation complète de la France. Mais en revanche, on fait en sorte de réformer cette industrie pour qu'elle redevienne une industrie polyvalente, où on puisse basculer en cas de nécessité des chaînes civiles sur du militaire, mais qu'en temps normal, on puisse faire du civil comme ça. On n'est pas obligé, pour que ce soit rentable, de vendre c'est les revendications de la CGT, hein. On n'a pas été très loin pour les chercher et on se fie on leur fait confiance. Mais on n'a pas besoin en temps normal de vendre des armes à tout le monde qui se retrouvent à la fin à être utilisées par exemple pour bombarder des enfants yéménites. Voilà. Parce que c'est de ça dont il s'agit concrètement. Sur le pillage du secteur stratégique, là ça nous amènerait trop loin, mais bon, nous, je vais répondre Je vais répondre très simplement, hein. Il y a des lois en France qui peuvent sanctionner, et nous, on serait très dur là-dessus. Voilà. À commencer par le président de la République actuellement. Ce qu'il a fait avec Alstom, c'est pour nous une forme de trahison. Voilà. Après, on pourra avoir tous les discours. Si on a envie d'empêcher que ça parte, on peut empêcher que ça parte. Point. Mais ça suppose d'avoir une volonté politique et une unité de décision, et pas d'avoir des gens à l'intérieur de l'État qui servent des forces économiques françaises et étrangères qui ont intérêt à tout vendre. Parce que dans l'affaire Alstom, c'est Bouygues au départ qui voulait vendre ses actions. En fait, c'est pour faire plaisir à Bouygues que Macron a fait vendre à Alstom. Pour racheter 4 ans plus tard en plus. Enfin, vous voyez le truc délirant, quoi. Mais à chaque fois, il y a l'intermédiaire qui gagne au passage. Voilà. Et sur les alliances militaires permanentes, en fait, nous, on est contre les alliances militaires permanentes. On n'est pas contre faire des alliances ponctuelles dans un cadre de guerre si nécessaire, mais on est contre les alliances militaires permanentes. Oui, j'affirme que l'OTAN ne nous apporte aucune sécurité supplémentaire. La France est indépendante. La France est un des rares pays au monde qui est capable d'être autonome au niveau industriel sur l'aérien, le terrestre, le spatial, le maritime. Voilà, donc on peut assurer notre défense. Encore faut-il s'entendre sur quelles sont les vraies menaces et qu'est-ce que c'est assurer sa défense.
Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, vous pouvez avoir tout l'arsenal du monde que vous voudrez, si vous pouvez être mis au supplice par quelqu'un qui ouvre et qui ferme les robinets de gaz, ça sert strictement à rien d'être dans une alliance qui dépense chaque année 1035 milliards de dollars de dépenses militaires cumulées de tous ses membres, États-Unis en tête avec 700 milliards de mémoire, ça dépend des années, hein, l'épaisseur du trait. Ça sert à rien si derrière... Voilà. Donc là, à l'heure actuelle, l'OTAN, ça sert avant tout à écouler les stocks d'armes des États-Unis. Et tous les blablas, et je l'assume, c'est des blablas sur l'autonomie stratégique européenne, etc. Ça n'arrivera pas. Je veux dire, on achète tout aux Américains. Voilà. C'est à ça que ça sert l'OTAN avant tout. Alors peut-être que les Polonais seraient choqués de m'entendre dire ça, mais c'est d'abord ça la fonction de l'OTAN. C'est pas de défendre c'est pas l'assurance de défense de la France. La France est un pays qui n'est pas attaquable militairement par des moyens classiques sur son territoire. Voilà. Après, il est vulnérable pour plein d'autres raisons. Il faut assurer notre indépendance énergétique. Il faut assurer qu'on garde la main sur nos industries stratégiques. Il faut assurer que on soit en capacité de faire face aux crises climatiques. Il faut assurer notre souveraineté alimentaire qui n'est plus assurée. C'est tout ça, si on veut aller très loin, c'est tout ça la défense et la sécurité. Donc voilà pourquoi nous inscrire dans une alliance militaire permanente, pour nous, c'est contre-productif. Voilà. J'ai encore été trop long, désolé. Depuis un moment, je voulais, monsieur. Il y a plusieurs choses qui m'ont étonné dans cette présentation. Je suis à 80% d'accord avec tout ce que s'est dit, mais sur la question d'Ukraine et cette guerre, moi je suis moins d'accord. D'abord parce qu'en Amérique latine, par exemple, il y a plusieurs commentateurs et même des analystes politiques qui sont là-bas, qui ont été dans le Donbass et tout ça, et qui ont fait des reportages, comme c'est le cas d'un Argentin dont j'avais noté le nom, mais bon. Je crois qu'il est marqué. Sébastien Salgado, c'est un très bon commentateur qui est allé dans le Donbass et il a fait un reportage sur la situation là-bas, comment est-ce que ça s'est passé et comment que ça se passe actuellement. Chose que jamais on nous raconte ici dans les médias, parce que les médias, ils répètent la version officielle qui sont en boucle avec beaucoup de mensonges et des malversations. Et d'autre part, par exemple, l'autre commentateur qui me paraît, c'est Monedero, c'est un espagnol qui parle également sur ça, sur la question de cette guerre et sur la façon comment, par exemple, la Russie, avec toutes ces sanctions, arrive à s'en tirer, et comment ils vendent, par exemple, son pétrole beaucoup moins cher à l'Inde, etc. Et Macron, il achète 3 fois plus cher c'est gaz et le pétrole. Voilà, pour le ramener ici, bon, et ainsi de suite, il y a pas mal de choses que j'aurais voulu poser comme question, mais bon, voilà. Merci. Une dernière question peut-être. Bonjour, je m'appelle Léa. Je vous remercie d'abord tous les deux pour votre intervention. J'essaie de pouvoir vous regarder tous les deux.
On a mentionné les questions liées aux droits des travailleurs et travailleuses en France, en Europe et dans le monde, ceux qu'il nous faut protéger et ceux qu'il nous faut encore gagner, conquérir. Moi, j'aurais une question par rapport aux températures maximales à ne pas dépasser dans le cadre du travail. Le Code du travail français, contre toute attente, ne contient pas de température maximale à ne pas dépasser, que ce soit pour le travail à l'extérieur ou au bureau. Et pourtant, les scientifiques et l'OMS s'accordent à dire que les températures à l'extérieur pour les travailleurs et travailleuses ne devraient pas dépasser 28 degrés et pas 30 en bureau. Donc je me demandais, qu'est-ce que vous allez faire à l'Assemblée à partir de septembre en ce sens, ou au Parlement avec un rapport d'initiative, mettre la pression à la Commission européenne pour qu'il y ait une harmonisation sociale à l'échelle de l'Union européenne, puisque certains États membres en fait ont des températures maximales de travail, étonnamment les pays du Nord qui ne sont pas forcément les plus concernés, et d'autres qui ont des températures maximales, certes, qui est déjà une avancée, mais trop élevée. Il y a eu des morts en Espagne cet été et dans d'autres pays, c'est une vague de chaleur qui est mortelle, et c'est les plus précaires, les salariés les plus précaires qui trinquent en premier, notamment ceux du BTP et les ouvriers agricoles. Donc voilà, c'était ma question. Merci. Lequel? Où ça? Où ça? Merci, c'est gentil. La question, c'était qu'en 1955, il y avait eu une conférence à Bandung pour la décolonisation qui avait été historiquement très marquante et le début de beaucoup de choses. Est-ce que vous prévoyez une conférence de non-alignés pour la démondialisation? Deuxième question, s'adresse à, je pense pour les deux têtes aussi. On se bat depuis, justement, grâce à notre cher ami et président Macron, on se bat contre l'ubérisation de notre société, enfin surtout du travail. Et si on pense qu'il y a quelque chose à défendre, excusez-moi, si on pense qu'il y a quelque chose à défendre au niveau des travailleurs, faut-il encore qu'il y ait encore des travailleurs? Et si on croit que tous les que l'ubérisation ne peut pas toucher finalement toutes les sociétés, c'est faux. Je vous donne un exemple. Noz a enlevé les contrats de travail de 80% de ses salariés. C'est une entreprise qui fait de la distribution, si vous voulez, de la solde, mais de la distribution. Donc ça peut demain toucher Casino, ça peut demain toucher Carrefour, ça peut demain toucher Auchan. Et ces sociétés-là ne sont plus soumises au Code du travail. Donc comment vous voulez faire? Parce que cette ubérisation, elle est mondiale. Alors très rapidement, pour après laisser la place à la prochaine conférence. D'ailleurs, si vous voulez continuer à débattre sur les questions de santé et sécurité au travail, je donne la conférence suivante sur la santé et sécurité au travail et dont les températures maximales, parce qu'effectivement c'est un sujet crucial qui va de fait être de plus en plus important dans les années à venir. Je pense, si je ne me trompe pas, que Mathilde Panot a ouvert une commission d'enquête, c'est ça ? Elle va faire en tout cas sur les températures. Voilà, elle est en train de récolter des témoignages en ce moment. C'est un sujet qui doit se faire en lien avec les organisations syndicales, parce que lorsqu'on a discuté de ces questions-là justement sur les températures maximales au travail avec les organisations syndicales, elles nous disaient oui, mais la perception de la température n'est pas la même en fait d'une région à une autre. Si vous avez 35 à Marseille ou 35 je ne sais pas moi, dans le Nord, la perception de la chaleur ne sera pas la même par les travailleurs. Donc ce n'est pas seulement juste de fixer des températures, mais vraiment de savoir à quel moment le travailleur du coup est entravé dans son travail ou met en danger sa vie du fait des températures. Donc c'est un débat à mener avec les organisations syndicales de différents secteurs, notamment le BTP évidemment, parce que c'est un des secteurs les plus touchés, l'agriculture aussi. Mais donc c'est un combat essentiel. Il y a encore... Officiellement, il y a eu 6 morts de la chaleur cette année, mais on sait que derrière, vous savez, derrière les morts au travail, il y a un mort par jour dans le BTP. On n'assujettit pas forcément aux bonnes causes, donc on ne vous dit pas pourquoi le travailleur est décédé. S'il est tombé d'un toit, est-ce que c'est justement parce qu'il a eu un malaise du fait de la chaleur? On ne vous le dira pas. Donc c'est des enjeux qui ouvrent beaucoup de... Et je ne vais pas aller plus loin. Comme je vous dis, il y a une conférence spécifique sur la santé et sécurité au travail juste après. Et la deuxième chose, c'était sur... ah oui, l'ubérisation, pardon.
Donc l'ubérisation, il y a aussi pas mal de conférences qui sont données notamment par Leila Cheibi qui mène ce combat au niveau du Parlement européen depuis maintenant 3 ans, puisque justement le Parlement européen a reconnu que l'ubérisation était du salariat. Donc le débat se passe au niveau de l'Union européenne contre l'avis du gouvernement français qui a perdu lâchement au Parlement européen. Donc ça avance, pour le coup, ça avance un peu plus vite à l'Union européenne qu'en France, ce qui est assez rare pour le mentionner sur les questions sociales. Donc voilà, le combat est mené et on a des parlementaires qui sont dessus au quotidien et des avancées sur lesquelles en tout cas on peut s'appuyer au niveau européen pour après les porter aussi au niveau français. Voilà. Merci Marina. Très très rapidement, la conférence des non-alignés. Mais on s'inscrit dans une belle histoire. Voilà. Après, c'était un mouvement qui était lié aussi à une dynamique globale de décolonisation, etc. Et dont les principaux initiateurs ont tous été liquidés politiquement. Donc ça faisait beaucoup d'obstacles pour que ça s'inscrive dans la durée. Mais oui, 30 ans après, Sankara s'en a inspiré encore. Là, je ne suis pas en capacité de vous dire qu'on va organiser dans les 2 mois qui viennent une conférence mondiale du non-alignement, mais ce qui est certain, c'est qu'on noue des relations, machin, et dans les turbulences qui s'annoncent, forcément, d'une manière ou d'une autre, on fera des rencontres. Voilà. De là à imaginer un sommet mondial, je ne sais pas. Il y a beaucoup d'obstacles. Et pour le camarade sur l'Ukraine, notre position, elle est très simple, en fait. Nous, on refuse toute forme de manichéisme et de campisme sur le sujet, d'un côté comme de l'autre. Nous refusons les 2 propagandes. Nous refusons la propagande qui, de longue date, présentait une vision manichéenne de la Russie, dénonçait la Russie comme un obstacle, comme une menace globale, etc. Non, c'est Poutine. C'est pas la même chose. On est en relation avec des camarades russes opposants à la guerre. On travaille à obtenir des visas pour eux, en toute discrétion, mais voilà. Et donc on n'accepte pas la propagande qui, d'un côté, vise à utiliser la guerre en Ukraine pour renforcer la mainmise des États-Unis sur l'Europe, etc. Mais de l'autre côté, nous n'acceptons pas non plus l'idée selon laquelle, sous prétexte qu'il y avait ou il y a des extrémistes en Ukraine, ce serait une guerre préventive de la Russie contre des nazis, etc. Ça, c'est inacceptable. Je ne cotise pas à cette propagande. D'abord, il y a des nazis des 2 côtés, disons-le clairement. Oui, les bataillons Azov et tout, c'est compliqué. C'est pas la majorité du peuple ukrainien. Et dans le même temps, quand les Russes mobilisent les milices de Razman Kadyrov, je peux vous dire que c'est pas des enfants de cœur, etc., etc. Donc oui, on pourrait parler longtemps de la situation dans le Donbass. Moi, je constate simplement qu'y compris les russophones, une grande partie des russophones d'Ukraine ont rompu avec la Russie, écœurés par cette attaque militaire. Voilà. Donc on peut dire tout ce qu'on veut, on nous dit pas la vérité. Non, la vérité est la première victime de toute guerre. Mais il faut avoir, à notre sens, une capacité de discernement. Et je terminerai en disant que, évidemment, c'est un point de vue qui est difficile à tenir, puisque quand on renvoie dos à dos 2 propagandes, on prend des coups de tous les côtés. Et là, j'enverrai à mon camarade, notre camarade, Alexei Sakhnine, qui avait fait cette intervention, je ne sais pas si vous vous rappelez, en vidéo lors du meeting de Lyon de Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne présidentielle. Alexei qui est toujours en Russie et qu'on s'applique à protéger, si autant que faire se peut. Et il me disait, il a fait 5 ans d'exil en Suède lors d'une précédente mise au pas, qu'ils avaient été emprisonnés. Il allait être emprisonné parce qu'ils avaient mis en œuvre les manifestations contre la réforme des retraites de Poutine. Et en fait, lui, il me disait, le problème, c'est que quand je suis en Russie, on me traite de traître à la patrie parce que je critique la politique de Poutine, etc. Et quand j'arrive en Europe, comme je dis que je ne suis pas non plus d'accord avec l'OTAN, etc., on me dit que je suis un poutinien. Et donc, en fait, il était triste. Parce qu'en fait, ils ont le sentiment d'être incompris partout, en fait.
Bah, nous, on a la même position. La grande différence, c'est qu'on n'est pas enfermé chez nous dans la crainte que la police vienne nous chercher, etc. Mais d'un point de vue purement idéologique et programmatique, on refuse de devoir choisir entre ces deux propagandes. Voilà. Donc dommage que le camarade soit parti, parce que je pense que ma réponse ne tourne pas autour du pot. Voilà. Merci.